Carthage, une terre de promesses fondée il y a plus de 2000 ans. Assoiffés de richesse, de pouvoir et d'ambition, les Carthaginois bâtirent un empire qui allait dominer le monde méditerranéen pendant plus de 600 ans. Ils mirent au point les techniques les plus novatrices de l'Antiquité, à la fois chez eux et aux confins du monde connu. Leur œuvre majeure, un immense port qui abritait des centaines de navires de guerre, l'avant-garde de la flotte la plus extraordinaire du monde antique. Ces bateaux filaient à vive allure. On les voyait foncer droit devant. Carthage, c'était ça. Mais de sombres nuages s'amoncelaient à l'horizon. Carthage se heurta finalement à un adversaire à sa hauteur. Une superpuissance comme le monde n'en avait jamais connue, Rome. Les Romains voyaient en Carthage une épée de Damoclès menaçant Rome. De ce combat à mort ne pouvait sortir qu'un vainqueur. Le perdant allait être réduit en poussière. Des effusions de sang, des massacres, des prouesses techniques et des actes de bravoure suicidaires vont marquer l'affrontement entre les deux plus grandes superpuissances de l'Antiquité. Rome et Carthage. Ce sera une lutte sans merci, dont l'issue changera le cours de l'histoire de l'Occident. Bienvenue en Tunisie, je suis Peter Weller. Quand j'étais gosse, j'ai entendu parler de Carthage. Je savais que c'était une cité antique, mais j'ignorais où elle se trouvait au juste. J'avais entendu parler d'Hannibal et des éléphants qui avaient traversé les Alpes, et des célèbres guerres contre Rome, les guerres puniques, du latin punicus, signifiant carthaginois. Mais j'ignorais où se trouvait Carthage. Eh bien, c'est ici, sur la pointe nord de la Tunisie. Vous voyez derrière moi Tunis, capitale d'environ 2 millions d'habitants. Au IVe siècle avant notre ère, Carthage dominait déjà la Méditerranée grâce à sa redoutable flotte. Mais sa légende commence dans la ville de Tyr. Dans cette cité phénicienne, la jalousie, la rapacité et la soif de pouvoir allaient faire s'entre-déchirer une famille royale. C'est là que vivait la belle Didon. Didon était la superbe fille du roi Bélus. Son mari était un ambitieux Phénicien mort prématurément, assassiné par Pygmalion, le propre frère de Didon. Craignant pour sa vie, Didon s'enfuit de Tyr et traversa la Méditerranée pour gagner un no man's land à la pointe nord de l'Afrique. Là, elle conclut un marché avec les autochtones et acheta autant de terre que la peau d'un bœuf en pourrait contenir. Intelligente et rusée, Didon découpa la peau en fines lanières qui, mises bout à bout, délimitaient une vaste étendue de terre fertile. Là, sous sa houlette, la fantastique carte Adasht, ou Nouvelle Ville, allait sortir de terre. Quand ils sont arrivés à Carthage, qu'ils ont mesuré l'étendue de la baie, vu les montagnes et les cours d'eau, vu la colline de Byrsa qui allait devenir une importante citadelle, ils se sont exclamés « C'est là que nous bâtirons notre ville ». Carthage prospéra rapidement. Selon la légende, les récits de sa richesse et de la beauté de Didon parvinrent à l'oreille de Yarbas, roi d'une peuplade nomade. On raconte que Yarbas, le roi des Gétules, voulait l'épouser. Mais l'amour qu'elle conservait pour son premier mari, qui avait été assassiné, lui fit rejeter cette alliance. Elle préféra s'immoler par le feu sur un bûcher funèbre qu'elle avait fait dresser. C'est ici, sur ces cendres, qu'un des plus grands empires du monde connu allait naître. Entourés de puissants voisins et ayant peu de terre, les Phéniciens de Carthage se tournèrent vers la mer. Ils étaient novateurs, pragmatiques, ouverts aux idées nouvelles. Quand Didon a fondé la ville, la nouvelle ville,
Beaucoup ont eu la même réaction et se sont dit « Une nouvelle ville signifie un nouveau départ ». Avec l'expansion des routes commerciales que Carthage développait, la cité est vite devenue très cosmopolite. Les 2 siècles qui suivirent, Carthage devint une grande puissance méditerranéenne et implanta des colonies en Corse, à Ibiza et en Afrique du Nord. Aux environs de l'an 700 ou 650 avant notre ère, Carthage était une cité avec laquelle il fallait compter. Personne ne se frottait à elle. Son pouvoir était considérable. Au 7e siècle avant notre ère, grâce à ses nombreux réseaux commerciaux, les nouveaux territoires de Carthage généraient de nombreuses richesses. Et sa population avait atteint les 300 000 habitants, faisant d'elle une des plus grandes villes du monde. Elle était comparable à Manhattan, avec une énorme population vivant dans un périmètre relativement petit. C'était une importante plateforme commerciale et culturelle pour l'Afrique du Nord et la Méditerranée occidentale. Avant les Carthaginois, des prouesses techniques avaient été accomplies au nom des dieux. L'objectif de Carthage était cette fois plus pragmatique. Comme l'Amérique 2500 ans plus tard, la richesse de Carthage attira quantité de gens venus y chercher fortune. Bientôt, architectes et ingénieurs durent trouver le moyen de les héberger. Un défi qui allait déboucher sur l'expansion urbaine la plus spectaculaire de l'Antiquité. Les Carthaginois étaient très attachés à demeurer à l'intérieur des murs de Carthage. Alors concevoir des bâtiments pour accueillir ceux qui voulaient vivre dans l'enceinte de la ville était devenu une priorité. Les Carthaginois allaient être les premiers à transformer le ciel au-dessus de la ville en propriété privée à une aussi grande échelle, en construisant des immeubles. Ils avaient jusqu'à 6 étages et comptaient de nombreux occupants. Les gens voulaient venir à Carthage. Ceux qui voulaient réussir dans la vie devaient aller à Carthage. Pour édifier une cité qui résiste au temps, il fallait d'abord des matériaux de construction. La réponse se trouvait à El Awaria, dans la baie de Tunis. Dans ces lointaines carrières, on trouvait des quantités inépuisables de pierres calcaires, faciles à travailler et rapides à extraire. La pierre calcaire est un choix parfait pour la construction. Et il en existait en abondance dans cette zone à portée de main. Les archéologues supposent que, comme les Égyptiens avant eux, les Carthaginois taillèrent les blocs par le plus simple des moyens, de l'eau et du bois. Après avoir entaillé la surface de la pierre en plusieurs points, ils y enfonçaient des coins en bois et ils mouillaient le bois. Naturellement, le bois gonflait avec l'eau et fendait la roche. La pression accrue du bois fissurait la pierre suivant des droites presque parfaites. À partir de là, les ouvriers séparaient chaque bloc à l'aide de leviers et autres outils. Une fois que les gros blocs de pierre étaient extraits et transportés en ville, les Carthaginois réalisaient des constructions simples pour transformer rapidement leur cité en une capitale dynamique. Il est évident qu'en utilisant de la pierre, ils s'installaient pour de bon. Ils faisaient œuvre de bâtisseurs. Pour survivre, chaque métropole avait besoin d'eau courante. À Carthage, les bâtisseurs ont conçu des citernes. Chaque citerne était tapissée d'une double couche de coquilles d'œufs, de cendres et d'argile, ce qui la rendait parfaitement étanche. Chaque maison avait accès à la citerne grâce à un réseau de canalisation. Les Carthaginois avaient des salles de bain avec baignoires, lavabos et douches des années avant les Romains. Nous savons que la plomberie existait bien avant la fondation de Carthage. Mais c'est à Carthage, aux environs de 600 avant notre ère, et à Kerkouan en 450, que nous trouvons pour la première fois un véritable système d'eau courante, et surtout d'écoulement des eaux usées.
N'importe qui peut installer une salle de bain. Encore faut-il savoir évacuer l'eau. À Kirkwan, il existe un véritable système où l'eau est acheminée jusqu'aux pièces où l'on s'en sert, la cuisine et la salle de bain, et où elle est évacuée jusqu'à un réseau d'égouts. C'était une grande innovation. On peut même dire que c'était carrément révolutionnaire. Au VIe siècle avant notre ère, Carthage se transforma en cité-État où se côtoyaient des temples magnifiques, des palais étincelants et des demeures à plusieurs niveaux. Mais tandis que la flamme de Carthage brûlait toujours plus vive, celle de ses cousines phéniciennes s'éteignait. La grande ville phénicienne de Tyr tomba aux mains des Babyloniens en 574 avant notre ère. Carthage était désormais seule. Les Carthaginois ne tardèrent pas à naviguer au-delà des rivages poussiéreux d'Afrique du Nord pour étendre leur empire en conquérant les mers. 520 avant Jésus-Christ. 3000 rames propulsent 60 navires à travers les colonnes d'Hercule, l'actuel détroit de Gibraltar. Hanon, le navigateur, le célèbre amiral carthaginois, navigue aux confins du monde connu. Il s'apprête à lancer une vaste offensive capable de lui assurer la domination totale de la Méditerranée. Tous les grands explorateurs, Christophe Colomb, Vasco de Gama, qui ont fait route vers l'inconnu, ne sont pas sans rappeler le premier et le meilleur d'entre eux, Hanon, le navigateur. Hanon a pris la mer pour étendre le réseau de cités et de comptoirs carthaginois. L'objectif est commercial, mais il s'agit aussi d'implanter de nouvelles colonies pour assurer le contrôle de la terre et l'accès à ses ressources. Les prouesses techniques de Carthage sur les mers lui ont apporté pouvoir et richesse. Au VIe siècle avant notre ère, la Corse, la Sardaigne et les Baléares sont sous son autorité. La clé de voûte de sa puissance découle d'un prodige d'ingénierie, le port de Carthage. C'est le plus bel exemple d'ouvrage d'art carthaginois. Bien qu'on ne puisse l'affirmer catégoriquement, les archéologues estiment qu'il a pu être construit du temps d'Hanon. Mais alors que la cité était à son apogée au IIe siècle avant Jésus-Christ, le port de Carthage fut transformé. Techniquement supérieur à tout équipement maritime existant, il devint l'organe vital de la ville. Il faisait partie de Carthage. C'était le poumon de la cité. Il représentait un élément vital, à la fois naval et commercial. Le port avait un seul accès vers la mer, de 20 mètres de largeur, que l'on pouvait fermer avec des chaînes d'acier. Il abritait en fait deux ports séparés. Tout d'abord, celui des vaisseaux marchands. Le port des marchandises, le port commercial, possédait des quais classiques pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Si bien qu'à Carthage, disons en l'an 400 avant notre ère, on imagine très bien qu'on pouvait acheter et vendre tous les produits existants dans le monde connu. Le deuxième port était circulaire et réservé à un usage militaire. 30 docks étaient aménagés symétriquement. 140 postes d'amarrage additionnels se trouvaient sur sa circonférence, ce qui permettait d'abriter en tout 220 navires. Aujourd'hui, une seule cale sèche a été déblayée, vestige de la force navale que commandait jadis le port. C'est tout ce qui subsiste du coton ou port de guerre de Carthage. Un coton était un port creusé à l'intérieur des terres par opposition à un port aménagé au bord de la mer. Quand on voit ces magnifiques villas, on a du mal à imaginer que ce port était la grande base navale de Carthage. Le centre nerveux de cette plateforme maritime était l'île circulaire que vous voyez là, où une quarantaine de navires pouvaient être halés au sec.